La citoyenneté européenne, elle a avant tout une réalité juridique. Elle a été créée en 1992 par le traité de Maastricht, lorsque l'Union européenne elle-même est créée. Néanmoins, on se pose bien avant la question des citoyens européens et de leur existence. On se la pose à peu près, si l'historien commence par faire le constat, le repérage des traces qu'il trouve dans les sources du passé. Cette question des citoyens, on la trouve posée dès le milieu du XIXe siècle, lorsque Victor Hugo prend la parole au Congrès de la paix de 1849. C'est là qu'il va forger cette expression restée célèbre, qui sera reprise ensuite des États-Unis d'Europe, mais c'est une expression qui apparaît à ce moment-là, qu'il emprunte d'ailleurs à un journaliste qui l'avait formulée 2 ans auparavant. Et il évoque une fraternité des citoyens, mais une fraternité des citoyens qu'il estime restrictive par rapport à la fraternité des hommes, qui lui serait supérieure. En effet, à l'époque de Victor Hugo, et cela reste le cas encore aujourd'hui, ça structure vraiment notre manière d'envisager les choses, mais dès le milieu du XIXe siècle, la citoyenneté dépend d'une nationalité. Elle est liée juridiquement et culturellement à la nationalité que l'on possède. On est citoyen français parce que l'on possède la nationalité française. Et donc en répudiant, un peu comme il le fait, cette fraternité des citoyens, Victor Hugo établit une distinction assez nette dans son esprit entre la citoyenneté qui fait référence à la nation et qui donc peut supposer l'affrontement entre nations et l'affrontement entre citoyens, et puis cette fraternité des hommes qui lui serait supérieure et qu'il a pour ambition de fonder. Alors c'est une des raisons pour lesquelles, si on s'attache déjà à regarder les mots dans les textes, on trouve fréquemment, au début de l'histoire de la construction européenne, dans les premières institutions qui sont créées, on trouve fréquemment beaucoup plus la référence au peuple plutôt qu'aux citoyens. En 1957, la communauté économique européenne, elle se construit comme une association de peuples. Elle a pour ambition d'associer des peuples qui ont besoin de se réconcilier après la Deuxième Guerre mondiale. Et dans le traité de Rome, vous ne trouvez pas une seule fois le terme de citoyen. Ce terme de citoyen, il réapparaît institutionnellement dans les institutions européennes à la déclaration finale du sommet de Paris en 1974, qui, la première, évoque la possibilité de citoyens européens qui se verraient accorder des droits dans un espace juridique communautaire. Et cette idée de citoyenneté, elle trouve une première consécration dans le traité sur l'Union européenne, donc en 1992, dont je vous rappelle ici les 2 articles essentiels qui définissent d'abord la citoyenneté de l'Union. Je vous prie d'excuser l'oubli du « S » à « possède ». Donc, est citoyen de l'Union toute personne qui possède la nationalité d'un État membre, c'est ce que vous rappeliez tout à l'heure, et qui rappelle aussi que cette citoyenneté, elle implique un droit de vote au Parlement européen. Mais donc, cette idée d'une citoyenneté attachée à une construction de l'Europe unie, elle s'étend tout de même sur un temps assez long. Et c'est en général ça qui va attirer l'attention de l'historien, à partir du moment où on parle d'un mot, d'un phénomène sur un temps long. Ça attise la curiosité de l'historien qui va se pencher d'un peu plus près sur les métamorphoses que ce terme a pu subir au cours de cette longue période, donc d'environ 1 siècle et demi. Et c'est ce que je vous propose ce soir, un retour sur cette histoire, sur le temps long de la citoyenneté européenne, pour mieux comprendre pourquoi on a fini par en instituer une, quels sont les objectifs qui lui ont été donnés, et pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans une situation où cette citoyenneté européenne, on éprouve peut-être le besoin de la faire évoluer, et où elle est sujet de débat. Alors revenons donc sur dans un temps relativement lointain maintenant, la première moitié du XXe siècle. Alors là aussi, lorsque l'historien se penche sur un sujet donné, donc la citoyenneté européenne et son histoire, il va avoir le souci de la contextualiser et d'observer son objet d'étude dans des moments a priori particulièrement cruciaux.
Alors, la première moitié du XXe siècle, bien évidemment, je ne vous apprends rien. Ce sont les deux guerres mondiales qui vont déchirer l'Europe et qui font émerger dans des cercles assez restreints dans l'entre-deux-guerres et qui vont ensuite prendre beaucoup plus d'ampleur après 1945, qui fait émerger cette volonté de réconciliation entre les peuples à travers une construction européenne institutionnelle. Alors, comment est-ce que le thème de la citoyenneté, d'une citoyenneté européenne, est-il abordé dans cette période cruciale ? Donc, on avait laissé Victor Hugo et son idée des États-Unis d'Europe, qui écartait, on l'a vu, un peu les citoyens. Si on observe d'un peu plus près l'entre-deux-guerres, les lendemains donc, de cette grande guerre fratricide, beaucoup d'historiens ont évoqué cette période 1914-1945 comme étant celle d'une forme de guerre civile européenne. Si on se penche sur l'entre-deux-guerres, on trouve chez un intellectuel un peu oublié, sans doute aujourd'hui, si ce n'est des spécialistes, mais qui avait une grande audience à l'époque, on trouve chez Julien Binda, en 1933, la volonté de penser l'Europe dans son discours à la nation européenne. Alors, Julien Binda, dans son discours à la nation européenne, évoque, en fait, il utilise encore beaucoup plus souvent le terme de peuple que celui de citoyen. Dans cet ouvrage, on trouve 56 occurrences du terme de peuple, seulement 5 de celle de citoyen, parce que, là encore, pour Julien Binda, la citoyenneté telle qu'elle est pensée dans l'entre-deux-guerres, ça reste une citoyenneté nationale et donc nationaliste, c'est-à-dire soupçonnée d'attiser en réalité les tensions entre ces peuples européens qu'il faudrait au contraire réconcilier. Donc il reste dans cette vision un peu hugolienne de la fraternité entre les peuples, mais qui présente quand même le désavantage dans l'entre-deux-guerres d'être assez largement incantatoire. C'est une belle idée, mais qui va se fracasser sur la réalité des régimes totalitaires et la réalité des relations difficiles entre les États européens de l'époque. Dans ce contexte toujours de l'entre-deux-guerres, se pose aussi aux Européens un problème. L'Europe est sortie évidemment très affaiblie de la Grande Guerre et elle paraît notamment très affaiblie vis-à-vis des deux très grandes puissances qui émergent alors et qui vont s'imposer après 1945, c'est l'URSS et les États-Unis. Et chez un certain nombre d'intellectuels et de journalistes européens, il y a la volonté de forger une Europe plus unie face à ces deux grandes puissances. Donc on est là vraiment dans des considérations très géopolitiques. Il faut que l'Europe pèse comme puissance vis-à-vis notamment de l'URSS et des États-Unis. C'est une préoccupation qui émerge dans l'entre-deux-guerres. Comme nous l'indique cet article, alors évidemment restez un peu confidentiel, c'est à dessein que je cite un article de presse d'un journal local, La Dépêche de Toulouse, pour vous montrer que ce thème infuse, ce n'est pas seulement un thème parisiano-parisien, il infuse quand même dans la réflexion des hommes de l'époque. Et donc en janvier 1938, La Dépêche de Toulouse appelle de ses voeux la formation d'une citoyenneté européenne dans un article spécialement destiné à la jeunesse, puisqu'il s'agissait d'une tribune des jeunes, intitulée « L'Europe comprendra-t-elle » ? Comprendra-t-elle l'enjeu qu'il y a à former une puissance dans le monde ? Et donc cet article appelait à une unité morale européenne, à une citoyenneté européenne qui serait le ciment d'une Europe plus puissante. C'est la première fois, dans ces années 30, que se cristallise l'idée qu'une citoyenneté européenne serait une bonne chose, qu'une citoyenneté européenne, ça manifesterait une union de l'Europe, et c'est une des premières occurrences de l'usage du terme de citoyenneté européenne de manière très positive. Là où auparavant, Victor Hugo, Julien Binda, pour les principaux, avaient considéré que la citoyenneté, c'était l'affaire de la nation uniquement.
Cette tendance va être nuancée ou contrecarrée par d'autres réflexions, d'autres penseurs, notamment les auteurs du manifeste de Ventotene, qui paraît en 1941, qui est l'œuvre d'antifascistes italiens, dont l'un, Altiero Spinelli, jouera ensuite un rôle très important dans le Parlement européen. Et ce manifeste, c'est considéré comme un manifeste fédéraliste. C'est-à-dire, dans ce manifeste de Ventotene, les auteurs estiment que la nation est complètement discréditée. On est en 1941, la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, d'abord en Europe, le nazisme, l'Allemagne nazie a envahi une grande partie de l'Europe. Et face à cette domination nazie de l'Europe, des fédéralistes estiment que lorsque la paix interviendra, il faudra abandonner la nation, abandonner les États-nations et bâtir une Europe fédérale où les États abandonneraient une bonne partie de leurs prérogatives à des institutions européennes. Alors l'histoire ne prendra pas tout de suite ce chemin-là, hein. Même une fois la Deuxième Guerre mondiale finie, le mouvement fédéraliste va être une source d'inspiration, mais on ne va pas évidemment démanteler les États. Mais cette idée d'une citoyenneté européenne qui doit manifester l'unité de l'Europe, elle s'est installée au point que Walter Layton, en 1944, alors Walter Layton, c'était un économiste, il travaillait à la Société des Nations, un journaliste économiste aussi très important en Grande-Bretagne. Et donc en 1944, il est un des premiers à parler de conférer à chaque citoyen, en plus de ses droits nationaux, des droits définis en tant qu'Européens. Donc c'est une sorte de compromis en 1944, une sorte de compromis entre les idées fédéralistes, puisqu'il s'agit bien de créer une citoyenneté européenne, et en même temps les ménagements nécessaires pour les États, puisque cette citoyenneté européenne, on l'a fait dériver de la nationalité que chacun possède. Et c'est la solution qui sera retenue en 1992. Bon, néanmoins, entre 1944 et 1992, il y a quand même encore un assez long temps qui s'écoule. Et la citoyenneté européenne va se structurer sur ces décennies. L'idée d'une citoyenneté européenne et les interrogations sur ce qu'on veut en faire, elles vont être posées durant ces décennies. Alors là, de la même manière, l'historien de l'époque contemporaine a à la fois un avantage et un inconvénient. Il a à sa disposition une masse énorme de documentation et d'archives. L'inconvénient, c'est que, bien évidemment, il faudrait 1000 vies ou peut-être davantage pour voir tout cela, et qu'il faut donc cibler les périodes pour lesquelles on va effectivement consulter les documents et les cibler en fonction du sujet qu'on s'est choisi. Or, cette question d'une citoyenneté européenne, je vous ai mentionné tout à l'heure le fait que dans le traité de Rome, il n'était pas du tout question de citoyens, uniquement de peuples. Donc elle va être, dans un premier temps, comme l'Europe ne choisit pas une voie fédéraliste où les États abandonneraient leurs prérogatives, cette idée d'une citoyenneté européenne va être un peu oubliée et elle ressurgit dans les années 1970, qui, du point de vue qui nous occupe ce soir, représente une décennie tout à fait cruciale. Et de la même manière que le choix des archives, hein, la contextualisation, donc replacer un objet dans son contexte, ça fait partie de la méthodologie essentielle de l'historien. Et si on essaye de dresser rapidement le contexte des années 1970, ça nous donne un certain nombre de pistes pour comprendre pourquoi l'idée d'une citoyenneté européenne ressurgit à ce moment-là, dans ce contexte-là. La décennie 1970, et tout particulièrement sa première moitié, représente pour les États qui ont intégré la communauté économique européenne un véritable défi.
Alors, les États qui ont intégré la communauté économique européenne au début des années 1970, ce sont les 6 membres fondateurs, France, Italie, RFA, Luxembourg, Belgique et Pays-Bas, et s'y ajoutent en 1973 le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande. Alors, ces 6 puis 9 États ont à affronter un certain nombre de crises géopolitiques. D'abord, les années 1970, on est toujours dans une période de guerre froide, donc où l'Europe est divisée en deux, avec une Europe de l'Ouest qui fait partie des alliés des États-Unis, qui appartient à ce qu'on appelle le bloc atlantique, et puis une Europe de l'Est qui est complètement sous la coupe de l'URSS. Ces 2 Europes se retrouvent entre 1973 et 1975 à la conférence d'Helsinki, en Finlande, pays neutre choisi à dessein, pour discuter de la fixation des frontières. Il s'agit de reconnaître les frontières qui sont nées de la Deuxième Guerre mondiale et discuter d'un certain nombre d'échanges culturels, technologiques, économiques entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. C'est donc aussi une période où les dirigeants européens estiment que les États-Unis, qui sont à ce moment-là embourbés dans la guerre du Vietnam, s'éloignent un petit peu de l'Europe. Le conflit israélo-arabe ressurgit avec la guerre du Kippour en 1973. Et enfin, au sud de l'Europe, 3 pays, la Grèce, le Portugal et l'Espagne, connaissent des transitions démocratiques, c'est-à-dire qu'ils quittent un régime autoritaire, la dictature des colonels pour la Grèce, la dictature de Salazar pour le Portugal, celle de Franco pour l'Espagne. Donc ils quittent ces régimes autoritaires pour accomplir une transition vers un régime démocratique. Et se pose donc, à très brève échéance, la question de l'arrimage de ces nouvelles démocraties à l'Europe institutionnelle qui s'était construite. Ces années 1970, c'est aussi le temps d'une crise économique. C'est la fin des 30 glorieuses. Les États-Unis dévaluent le dollar, ce qui accentue la crise. Le conflit israélo-arabe entraîne un choc pétrolier. Et par ailleurs, se pose de manière plus précise, au sein de la communauté économique européenne, la question des travailleurs migrants. Puisque à l'époque, les travailleurs italiens qui partaient en France ou en RFA n'avaient pas les mêmes droits que les travailleurs français ou ouest-allemands. Le droit du travail restait discriminant pour ces travailleurs. Et puis frappait aussi à la porte, alimentait les flux de travailleurs, un nombre croissant de Portugais et d'Espagnols, notamment à la suite de ces transitions démocratiques. Alors, tout ce contexte explique que dans cette première moitié de la décennie 1970, les dirigeants européens, ouest-européens, éprouvent le besoin de donner une identité à l'Europe. Lui donner une identité parce qu'ils ont le sentiment que l'Europe doit s'affirmer sur le plan géopolitique dans une période de bouleversement, lui donner une force économique plus importante, ce qui doit passer maintenant que le marché commun est fait, ce qui implique d'aller plus loin dans ses réalisations économiques. Et la question des travailleurs migrants va aussi être une occasion de créer un ensemble de droits pour les travailleurs ressortissants de la communauté économique européenne, par différence avec les autres. Donc ces préoccupations, elles s'expriment dans 3 documents, alors qui sont aujourd'hui un peu oubliés. Ça ne fait pas partie des jalons essentiels de la construction européenne qu'on apprend dans le milieu scolaire, mais qui sont, à mon sens, tout à fait importants et tout à fait éclairants pour comprendre aussi les questions que nous nous posons encore aujourd'hui sur cette citoyenneté européenne. Alors ces 3 déclarations ou documents sont la déclaration sur l'identité européenne, qui est édictée par les chefs d'État et de gouvernement réunis en sommet à Copenhague en décembre 1973. Déclaration sur l'identité européenne, ça prouve bien qu'ils éprouvent le besoin de définir une forme d'unité européenne dans cette identité
au-delà du marché commun qui, jusque-là, servait de support, enfin, représentait à lui seul ce qu'était l'Europe. Et il s'agit bien, si on va lire le texte de la déclaration, qui est accessible en ligne, que vous pourrez trouver très facilement, il s'agit bien, dans le préambule, de donner une cohésion à l'Europe face au reste du monde. On retrouve là un peu l'idée d'une Europe puissance qui avait émergé dans l'entre-deux-guerres. Pour bâtir cette identité européenne, on a bien besoin des gens, des citoyens, des individus qui doivent, d'une manière ou d'une autre, l'accepter, éventuellement se l'approprier et la faire vivre. D'où, un an plus tard, ce qui, sur le plan diplomatique, est un rythme rapide, même si ça peut vous paraître un peu long, d'où, un an plus tard, une autre déclaration, un peu passée sous les radars, mais qui va avoir une longue postérité, cette déclaration finale du sommet de Paris qui évoque des droits spéciaux à attribuer aux citoyens européens. C'est aussi elle qui va, et ça va être plus immédiatement visible, c'est aussi elle qui va mettre en place l'élection au suffrage universel d'un Parlement européen. Et enfin, 1975, un rapport, le rapport Tindemans, donc qui est un des dirigeants belges de la CEE, qui donne un certain nombre de pistes pour approfondir la construction européenne, qui, vous le voyez, dit bien qu'il faut dépasser la simple collaboration entre États et notamment se rapprocher du citoyen. Alors, toutes ces déclarations vont lancer une séquence de négociations diplomatiques pour mettre en œuvre ces droits spéciaux, toutes ces idées, négociations qui sont documentées par les archives diplomatiques de chacun des pays membres et également par les archives de l'Union européenne qui sont versées dans un centre spécial à Florence. Donc les citations que j'affiche, bon, les textes sont un peu longs, mais je vais insister juste sur quelques points essentiels, sont tirées des archives diplomatiques françaises et des archives de l'Union européenne à Florence. Alors, comment se passent ces négociations pour l'essentiel entre 1974 et 1976, lorsqu'il s'agit de savoir quels vont être ces droits spéciaux ? Les droits spéciaux à attribuer à des citoyens, c'est une idée très vague et très générale. Il faut passer à la mise en œuvre, et c'est ça qui va surtout donner lieu aux négociations diplomatiques. Alors, les Français sont assez réticents pour deux raisons. Bon, d'abord, ils estiment que les pays européens sont quand même soumis à des pressions externes assez fortes de la part des Soviétiques, de la part des Américains notamment, et qu'il faut donc d'abord choisir des thèmes, des domaines pas trop, plutôt consensuels, dans lesquels on va pouvoir mettre en place ces droits spéciaux, donc notamment l'éducation, l'équivalence des diplômes et le droit d'établissement, c'est-à-dire le droit pour un ressortissant d'un État membre d'aller vivre et travailler dans un autre État membre de la CEE. Le président de la Commission européenne de l'époque, donc Christopher Soames, écrit à Mariano Rumor, qui est à l'Assemblée de la CEE. Il lui écrit que ces droits politiques qu'il est question d'accorder, donc droit de vote au Parlement européen notamment, doivent justement servir à donner une cohésion aux États membres de la communauté économique européenne face à l'extérieur, avec cette idée qu'il n'y aura de véritable cohésion que si on accorde des droits spéciaux aux ressortissants italiens, notamment aux travailleurs migrants italiens, et que ça permet de différencier, de donner une cohésion à l'Europe par rapport à ceux qui n'en sont pas membres. Alors, dans un premier temps, toutes ces belles idées ne donneront rien de bien structuré, rien de très visible. C'est l'histoire de l'échec d'une négociation diplomatique, d'une certaine manière, parce que la plupart des États membres reculent, notamment sur une question, qui est le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales.
C'est-à-dire la possibilité pour un étranger, quelqu'un qui n'a pas la nationalité du pays dans lequel il réside, de voter néanmoins ou de se présenter aux élections locales parce qu'il serait membre d'un autre État de la CEE. Alors, c'est ce qui apparaît notamment dans un comité interministériel français, donc réuni en octobre 1975, où se fait jour la crainte en fait de résurgence des nationalismes, du nationalisme de la population française qui verrait d'un mauvais œil le vote des immigrés italiens, notamment alors ici dans la région de Forbach, donc en Lorraine, dans l'est de la France. Donc cette idée de droits spéciaux qui commencerait à définir un citoyen européen, elle va disparaître, elle va s'étioler. Et elle va réapparaître néanmoins à travers un certain nombre d'acquis qui vont être tirés notamment du rapport Tindemans, c'est des mesures qu'il préconisait, mais par petites touches, ce qui est par ailleurs tout à fait caractéristique de la méthode de construction européenne telle que Jean Monnet l'avait décrite, où face à un obstacle jugé trop grand, culturellement, politiquement trop délicat, eh bien, on modifie petit à petit la réalité pour aller dans le sens de ce qui était préconisé donc, par le rapport Tindemans. Donc, comment cette idée d'une citoyenneté européenne, qui est encore une idée politique, qui n'est pas une réalité juridique, puisqu'elle ne le deviendra qu'en 1992, comment néanmoins cette idée commence-t-elle à être mise en œuvre ? Alors, j'ai essayé de synthétiser dans ce tableau les avancées les idées qui étaient présentes dans le rapport Tindemans et qui ont été concrétisées. Donc, sur la colonne de gauche, vous avez, j'en ai sélectionné 5, il y en avait 17 au total, mais j'en ai sélectionné 5. Vous avez 5 recommandations qui figuraient dans le rapport Tindemans de 1975 pour avancer dans cette voie des droits spéciaux à accorder à des citoyens européens. Et sur la colonne de droite, vous avez les réalisations concrètes, effectives, auxquelles elles ont pu donner lieu. Donc la possibilité de recourir directement à la Cour européenne des droits de l'homme, la question de la protection du consommateur, de la circulation des personnes, de l'accès aux soins, et bien sûr de l'accès à l'instruction supérieure, donc favoriser les mobilités internationales et par là même la connaissance des autres pays européens. Donc ce rapport Tindemans, largement tombé dans l'oubli, a tout de même été, vous le voyez, extrêmement fructueux. Il portait en germe un certain nombre d'évolutions qui, aujourd'hui, nous paraissent des acquis finalement assez naturels de nos vies de citoyens. Donc, par petites touches, ces droits spéciaux commencent à devenir réalité, à être accordés, jusqu'à ce que, notamment dans le domaine économique et monétaire, donc jusqu'à ce que l'Union européenne naisse en 1992, avec un changement massif qui est l'Union économique et monétaire, c'est-à-dire donc l'abandon de cette prérogative nationale qu'était la monnaie et la politique monétaire, la création de l'euro et la création de la Banque centrale européenne. Ce traité de 1992 qui crée l'Union européenne crée aussi, je vous le rappelais tout à l'heure en introduction, la citoyenneté européenne. Alors, le traité lui-même de 1992, il est assez succinct sur la citoyenneté. Je vous ai rappelé tout à l'heure les 2 articles majeurs, mais l'ensemble des droits qui lui sont associés, qui lui sont attachés, ont été néanmoins discutés et ils vont être précisés et réaffirmés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2000. Donc cette citoyenneté européenne, nous la possédons tous, elle s'ajoute à notre citoyenneté nationale. C'est la raison pour laquelle sur nos passeports, la mention de l'Union européenne figure également. Et sa seule existence garantit un certain nombre de droits. Parmi les plus importants,
le droit de libre circulation et le droit d'établissement, donc dans un autre pays de l'Union européenne, la non-discrimination, notamment en termes de droit du travail, ce qui est véritablement là aussi un legs des années 1970 et de cette période où se posait la question du traitement des travailleurs de la CEE. Le droit politique, qui est le droit d'être électeur et éligible aux élections municipales et aux élections européennes, dans n'importe quel pays de l'Union. Le droit à la protection des autorités diplomatiques et consulaires, c'est le devoir de solidarité entre les États membres de l'Union européenne. Si vous êtes un jour à l'étranger dans une situation où vous affrontez une catastrophe naturelle et où les autorités françaises ne peuvent pas, pour une raison ou pour une autre, vous venir en aide, les autorités des autres États membres de l'Union européenne y sont tenues. Le droit de pétition, on peut mettre... Alors évidemment, il faut recueillir un nombre de signatures un peu conséquent, mais ce droit existe. Et puis, d'une manière plus générale, la garantie des droits fondamentaux. Et c'est à certains cas, un peu limite, qu'on voit que cette citoyenneté européenne a été vraiment créatrice de droits. Alors, il y a un cas juridique qui est très célèbre, c'est le cas d'une femme, donc connue ici sous ses seules initiales, JY, contre les autorités administratives autrichiennes. Très rapidement, cette femme est une Estonienne et elle demande, donc une fois l'Estonie entrée dans l'Union européenne, elle demanda, puisqu'elle a été installée en Autriche, à obtenir la nationalité autrichienne. Le droit de la nationalité, le droit autrichien de la nationalité prévoit que dans le cas dans cette configuration de l'Estonie vers l'Autriche, ce droit prévoit qu'elle devait abandonner sa nationalité estonienne au préalable, avant de se voir octroyer la nationalité autrichienne. Donc cette femme lance la procédure, elle apporte la preuve qu'elle s'est dépouillée de sa nationalité estonienne, et au moment de faire valider sa nationalité autrichienne, elle se la voit refuser au motif qu'elle avait commis un certain nombre d'infractions routières et fiscales pour l'essentiel. Et comme le droit européen le lui garantissait depuis les années 1990, elle se tourne alors vers la Cour européenne des droits de l'homme, puisque cette femme s'est retrouvée dans une situation assez peu enviable et qui, grosse de danger, comme les années 1930 avaient pu le montrer justement, elle se retrouve dans une situation d'apatridie. Elle est apatride puisqu'elle a abandonné une nationalité sans pour autant obtenir celle qui lui avait été promise. Donc la Cour européenne des droits de l'homme s'est d'abord posé la question de savoir si elle était compétente pour juger le cas. Elle a estimé que oui, puisque en devenant apatride, cette femme n'avait pas seulement perdu la nationalité d'un État, elle avait aussi perdu la nationalité européenne. Donc, la compétence de la Cour était établie, et la Cour donc, a jugé par ailleurs que les autorités administratives autrichiennes n'avaient pas respecté le principe de proportionnalité. C'est-à-dire que priver quelqu'un de nationalité, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Se retrouver apatride, c'est quelque chose d'extrêmement grave, et qu'on ne peut pas infliger cette sanction au motif d'infractions routières ou fiscales qui sont certes très problématiques, mais pas de nature à justifier un pareil malheur. Donc, cette citoyenneté européenne, elle est véritablement créatrice de droits, même si elle apparaît comme quelque chose de supplémentaire à notre nationalité, à notre citoyenneté nationale. Pour autant, supplémentaire ne veut pas dire superflu. Et elle est donc véritablement, elle apporte un certain nombre de garanties et de droits réels. Alors, cette citoyenneté européenne, elle va, à partir du moment où elle existe, poser une question essentielle qui est valable aussi pour les citoyennetés nationales. Est-ce que citoyenneté, ça implique seulement de se voir garantir un certain nombre de droits, ou est-ce que ça implique aussi un engagement civique et politique ?
Alors, la citoyenneté européenne, jusqu'à maintenant, je vous ai beaucoup parlé de droits spéciaux, n'est pas attachée à la citoyenneté européenne l'idée de devoir. Normalement, tout citoyen a à la fois des droits et des devoirs. Très classiquement, le devoir de payer l'impôt, de respecter la loi, le devoir militaire aussi, hein, qui a longtemps été une réalité pour les hommes des différents pays européens. Cette absence des devoirs dans la citoyenneté européenne s'explique largement par le fait que c'est quand même une citoyenneté qui a d'abord été pensée en opposition à la nation, en opposition à ce que la nation pouvait porter avec elle de dangers nationalistes, puisque c'est cette idée majeure qui s'était imposée avec les guerres mondiales. La nation peut être porteuse de nationalisme et par conséquent, l'idée d'une citoyenneté européenne doit aussi se concevoir de manière distincte de cette histoire tragique de l'Europe. Ce qui explique aussi peut-être la relative désaffection qu'on peut constater dans l'exercice du principal droit politique attaché à la citoyenneté européenne, qui est le droit de vote au Parlement. Alors, puisque les élections européennes approchent, j'ai voulu revenir un peu sur les taux de participation, sur l'histoire aussi de ces élections qui sont une réalité à partir de 1979 et qui ont lieu tous les 5 ans. Donc il y a quand même maintenant eu un certain nombre d'éditions. J'espère que les couleurs sont assez visibles. La couleur bleue plutôt claire et la ligne qui se situe à peu près au milieu de l'ensemble de 4 lignes ici sur le graphique représente le taux de participation pour l'ensemble des pays membres au moment des élections. La ligne bleue un peu plus foncée, c'est celle de la France, qui, vous le voyez, finalement, à peu de choses près, ne se distingue pas, suit à peu près la courbe du taux de participation de l'ensemble des pays membres. Et depuis une vingtaine d'années, en tout cas, ne se distingue pas non plus de la courbe de participation d'autres pays, comme l'Allemagne ou l'Espagne. Donc une relative désaffection pour ces élections européennes, alors qui est en train de changer un peu, et de ce point de vue-là, ce sera particulièrement intéressant d'observer le taux de participation aux élections qui approchent, puisque la tendance de ces dernières années, c'est que certes, les élections européennes ne sont pas celles en France notamment où il y a le plus de participation. Ça reste l'élection présidentielle, l'élection reine. Néanmoins, les élections européennes font partie des seules, sont les seules, qui ont vu le taux de participation augmenter sur les 2 dernières éditions par rapport aux autres élections. Alors, néanmoins, on n'a toujours pas réglé ce problème historique qui se pose quand même depuis assez longtemps, qui est la citoyenneté européenne. Est-ce que c'est un ensemble de droits qui manifestent un attachement aux institutions européennes et à la démocratie, ou est-ce que c'est aussi une citoyenneté culturelle liée donc à une identité européenne, comme les dirigeants européens l'appelaient de leur vœu en 1973, et donc liée à l'idée d'une Europe, d'un ensemble européen qui posséderait cette identité culturelle, historique et politique. Alors, un des matériaux sur lesquels l'historien peut se pencher pour essayer d'approcher la question, ce sont les affiches électorales, les différentes affiches électorales qui ont pu être utilisées au fil des élections au Parlement européen. Alors bien sûr, on est dans une époque où la communication politique ne passe plus forcément par l'affiche électorale, mais jusqu'à une période finalement assez récente, jusqu'à la fin du XXe siècle, à la toute fin du XXe siècle, l'affiche électorale, ça restait quand même le médium de communication politique privilégié. Alors, il y aurait évidemment, le corpus est considérable, le corpus des affiches pour les élections européennes. Que nous apprennent celles-ci? Elles mettent l'accent, alors,
Pour celle-ci, la première affiche sur la gauche, qui est une affiche italienne pour les élections de 1979, elle symbolise en quelque sorte ce slogan qui est celui actuellement de l'Union européenne, hein, unie dans la diversité. Elle présente la diversité des drapeaux européens, mais l'unicité de l'élection à laquelle les citoyens sont appelés. L'affiche néerlandaise, toujours pour ces mêmes élections de 1979, met davantage l'accent sur la paix, avec le symbole très classique de la colombe. L'autre affiche italienne, cette fois-ci pour les élections de 1989, est peut-être moins lisible. Il y avait eu certains reproches qui avaient été formulés à son égard parce qu'on jugeait que le visuel n'était pas excellent. Mais c'est finalement celle qui met le plus l'accent sur la citoyenneté, le fait que les citoyens élisent des représentants au Parlement européen qui représentent un ensemble de pays et pas seulement chaque pays pris isolément. C'est assez minoritaire, cette insistance mise sur les représentants des citoyens, puisque très classiquement, et c'est régulièrement souvent déploré par les analystes, les élections européennes mettent plutôt l'accent sur des enjeux nationaux. Et dans tous les pays, la France n'est pas de ce point de vue-là une exception. L'affiche où vous reconnaissez peut-être Helmut Kohl, l'affiche allemande évoque bien l'intérêt allemand. Bernard Tapie avait présenté en 1994 une liste énergie radicale où il reprenait le village et le petit clocher qui avaient fait la fortune de la campagne électorale de François Mitterrand pour la présidentielle de 1981. Nicolas Sarkozy, alors président de la République, s'implique visuellement dans la campagne pour les élections européennes, comme vous le voyez à cette affiche. Et finalement, il est tout à fait intéressant de constater que les thèmes véritablement européens, sur l'identité européenne, ils existent, mais ils sont un peu confidentiels parfois, comme dans cette dernière affiche où derrière l'étoile qui figure le drapeau européen, on reconnaît le visage de Donald Trump. Donc nous sommes là pour les élections de 2019. Donald Trump est alors président des États-Unis et a une relation plutôt détériorée avec l'Union européenne. Sauf que cette affiche est une affiche diffusée à peu d'exemplaires, produite par la municipalité de Strasbourg et uniquement affichée à Strasbourg, pour inviter les électeurs à aller voter. Donc si on balaye cet ensemble d'affiches, on constate bien que la citoyenneté européenne, d'une certaine manière, se situe aujourd'hui un peu au milieu du gué. C'est une réalité, elle garantit des droits, elle est déjà le produit d'une histoire assez longue, mais justement, on a parfois l'impression qu'elle est un peu gênée pour se penser. Pour penser la citoyenneté européenne, on est parfois un peu gêné par les circonstances de sa naissance et par le fait qu'elle s'est quand même d'abord construite contre l'idée de la citoyenneté classique, rattachée à une nationalité, la nationalité européenne n'existant pas. Donc cette histoire de la citoyenneté européenne aboutit un peu à l'embarras, sans doute, dans lequel on se trouve aujourd'hui pour la penser, dans la mesure où, pour être vraiment appropriée par les individus, elle supposerait qu'on ait une idée plus claire, peut-être, de cette identité européenne et de l'usage de l'Europe et des objectifs à venir de cette construction européenne. Donc ça en fait un sujet de réflexion, à la fois pour l'historien, parce que c'est vraiment un phénomène historique qu'on voit se modifier en fonction des contextes et des agendas politiques, mais également pour le citoyen de l'Europe d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie beaucoup. On va maintenant laisser le temps
aux réactions, aux remarques et aux questions. Je crois que vous avez le micro. Tout à fait. Merci beaucoup déjà pour cette présentation.